C'est pas nous qui avons coupé des liens avec l'Europe, c'est l'Europe qui les a coupés. L'Europe aujourd'hui n'est pas prête à faire la guerre à la Russie. Il faut être autoritaire. Bonjour et bienvenue dans cette émission du long format. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Comme vous le savez, il s'agit d'un format où je retrouve un invité, où on va dans le détail des sujets, de l'analyse, des invités exceptionnels qu'on n'entend pas souvent. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de nous suivre sur tous les réseaux sociaux afin voilà, d'accompagner ce mouvement d'indépendance et surtout de liberté d'expression. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir l'ancien ambassadeur de Russie, monsieur Alexandre Orlov. Bienvenue. Bonjour, Bonjour. Vous allez bien? ça va, merci. Et l'actualité se porte bien puisqu'on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui, comme vous le savez, effectivement sur la Russie, mais aussi ses relations avec l'Europe et la France. Et je voulais revenir avant toute chose sur cette actualité. La semaine dernière, des drones russes se sont écrasés donc en Pologne. Pour certains, casus belli, une montée des tensions. Comment vous avez analysé cet événement, cet accident pour certains, cette provocation pour d'autres? Quels sont vos analyses? Moi je pense que c'est tout à fait accidentel. C'est tout à fait accidentel puisque après l'intrusion de ces drones, je crois qu'il y avait 18 drones non armés d'ailleurs, qui sont pénétrés dans l'espace aérien polonais. Notre ministère de la Défense, d'ailleurs, quand ils ont, paraît-il, traversé une partie de la Biélorussie, les autorités biélorusses ont bien prévenu le Polonais, attention, il y a le drone qui arrive. Déjà, Mmh. ça montre que ça n'a pas été du tout intentionnel, c'est pas une attaque, non, c'est vraiment un accident. Et puis notre ministère de la Défense a tout de suite dit que la Pologne n'a pas du tout été visée par ces drones. On n'a eu aucune intention d'attaquer la Pologne. Et si les Polonais ont des questions, on peut faire une enquête ensemble. D'ailleurs, jamais les Polonais ont répondu à notre proposition de faire cette enquête ensemble. Donald Tusk a vu, Maintenant, alors, il y a, le temps passe, il y a beaucoup de plus en plus d'analyses de ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a plusieurs versions. Une des versions, laquelle est très quand même, me paraît être réaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, les drones sont devenus l'arme principale du conflit de la guerre avec l'Ukraine. Et les Ukrainiens ont su créer sur tout leur espace aérien une zone de brouillage pour détourner les drones. Et beaucoup de drones sont détournés par ces brouillages, ils se perdent en quelque sorte, et c'est tout à fait possible qu'une partie de ces drones sont entrés comme ça en espace aérien polonais, et je crois 3 seulement ont été abattus après par le Polonais. Euh, une autre version qui est aussi assez plausible, c'est que dans le contexte actuel du conflit, quand les Ukrainiens perdent du territoire, ils cherchent à monter les tensions, trouver une nouvelle escalade. Ils cherchent un prétexte pour faire impliquer l'OTAN directement. directement dans le conflit armé avec la Russie. Et ça, pour ça, qu'il voulait faire une sorte d'attaque contre la Polonaise, comme, qui peut constituer un casus belli, justement, pour provoquer que la Pologne, membre de l'OTAN, entre dans la guerre. Ça aussi, c'est tout à fait... on ne peut pas exclure cette analyse. Mais de toute façon, moi, je peux vous dire que la Russie n'a eu aucune intention, et surtout aucun sens, d'attaquer Pologne avec ses drones. Mmh. Vous avez aussi certains, comme vous le disiez, certaines analyses qui pensent que ça peut être aussi des restes de drones russes, qu'on aurait récupérés, avec lesquels on Tout aurait à fait. On le projeté, dit aussi, puisqu'on a vu quand même les drones qui étaient abattus, bon, avec les photos, on a vu que c'était quand même des choses qui étaient fabriquées avec du scotch et n'importe quoi. C'est ça, ça renforce un peu l'idée d'une provocation montée par les Ukrainiens pour faire impliquer, disons, l'OTAN dans la guerre. Mmh. Et puis, alors, il y a toujours, quand vous avez quelques doutes sur quoi que ce soit, la question qui doit se poser, à qui ça Qui profite? profite le crime. Voilà, à qui profite le crime? C'est clair, c'est pas du tout à la Russie, c'est plutôt à l'Ukraine. C'est cette piste-là qu'il faut explorer, mais on a constaté que personne du côté polonais et ukrainien n'a pas voulu faire aucune exploration.
Juste constater, voilà, il y a eu une attaque, c'est grave. Voilà. Il y a aussi en parallèle, cet exercice, militaire russe, conjoint avec la Biélorussie, Zapad. Quel signal aussi est envoyé à l'Europe quand vous avez ce genre d'exercice Bah, militaire? écoutez, moi je pense qu'aucun signal n'est envoyé à l'Europe. C'est un exercice tout à fait normal qui était prévu de longue date. Tout le monde le savait. D'ailleurs, vous savez qu'à cet exercice, il y a plein de représentants des pays occidentaux qui sont là pour Les États-Unis en tant observer, qui qu'observateurs. étaient observés. Voilà. C'est une chose tout à fait normale et je peux vous dire qu'en même temps, en Baltique, il y a les exercices des pays de l'OTAN, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout à Qui est fait courant. habituel, c'est qui est courant, bien sûr, qui est courant. Par les temps qu'on vit, il faut que les forces armées soient entretenues à un état de préparation et c'est pour ça qu'on fait les exercices. Mais il n'y a vraiment rien de menaçant pour les pays limitrophes. Mmh. Vous avez aussi ces missiles Iskander qui ont été, déployés. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire aux Européens, «Nous sommes prêts aussi Oh, à bah, toute écoutez, éventualité»? on peut le dire, puisque nous voyons malheureusement du côté occidental, mais d'ailleurs je vois, et c'est important de dire que l'Occident est assez divisé sur la question, puisqu'il y a euh, certains pays qui sont vraiment très va-t-en-guerre. Alors si on écoute les propos des dirigeants français, allemands et britanniques, ah bah, ils sont vraiment prêts à lancer la guerre demain. Il y a d'autres pays européens qui sont beaucoup plus prudents, heu, qui sont pas du tout prêts à suivre ces va-t-en-guerre. Et puis, il y a l'Amérique. Ce que je constate, c'est très important qu'aujourd'hui, entre la Russie et l'Amérique, il y a une grande compréhension. Je dirais pas complicité, mais une grande compréhension commune. Les Américains, que ce soit Trump ou Rubio ou d'autres responsables américains, ils comprennent bien les préoccupations des Russes. Et d'ailleurs, je peux dire que la rencontre à Anchorage, en Alaska, entre Trump et Poutine a été très productive. Ils ont trouvé une solution. Comment régler le problème? Alors monsieur Orlov, je voulais vous entendre sur les déclarations, d'Emmanuel Macron, également, cette coalition de 26 pays, qui seraient prêtes à aider l'Ukraine un peu plus que, on va dire, de raisonnable, à envoyer des hommes. Il y a aussi cette circulaire, dans les hôpitaux, français qui prépare à accueillir peut-être, de potentiels soldats, blessés. Comment les Russes, voient ces déclarations? Heu Bah écoutez, les Russes voient tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe comme une psychose, vraiment une paranoïa sur éventuelle attaque russe de l'Europe. Macron parle de menaces existentielles pour la France de la part de la Russie, mais c'est complètement absurde, puisque d'abord, il faut se demander quel est l'intérêt de la Russie à attaquer l'Europe. Mais vraiment aucune. Pourquoi faire? La Russie est déjà le plus grand pays au monde, elle a toutes les richesses qu'elle a, elle a toutes les relations économiques avec d'autres pays que l'Europe. J'ai été cette année en été un mois en Russie, tout marche très très bien, il n'y a aucun problème. Là, je crois que il faut interpréter cette narratif guerrier de la part du président Macron, du fait que, vous savez, c'est un adage vieux comme le monde, que quand dans un pays, quand chez vous, il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, il faut toujours chercher un ennemi à l'extérieur. Et là, on a trouvé un ennemi, c'est la Russie, qui non seulement veut, disons, occuper toute l'Ukraine, mais aussi attaquer l'Europe. Et ça, tout ce qu'il dit, ça montre justement cette tension pour que les Français se sentent menacés et se regroupent derrière lui comme un chef de la nation. Je crois que c'est ça son calcul politique. Je l'ai dit, vous avez un long parcours, de diplomate, en France. Vous l'avez dit, vous avez rarement vu un moment de tension, pareil, mais vous êtes aussi à l'origine de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, à Versailles. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme, et on en parlait, en off, une forme peut-être de naïveté, des, dirigeants russes, d'avoir à un moment donné cru que par Emmanuel Macron, il y avait une possibilité de retrouver, vous en parliez peut-être les relations qu'il pouvait y avoir entre Jacques Chirac et Vladimir Poutine?
Non, écoutez, euh, parler de la naïveté du président Poutine, c'est un peu Non, exagéré, mais je crois. bon, en tout cas, d'avoir essayé un petit peu, d'avoir cru un petit peu Ouais, trop tôt qu'il y avait non, je peut-être, comprends. après avoir eu François Hollande, Je qui avait. dirais, je dirais Non. pas j'utilisais un autre mot, pas naïveté, mais la volonté. Parce qu'il y a vu, vu des très longues relations, mais vraiment une proximité exceptionnelle, culturelle, euh, entre la Russie et la France, il y a toujours une volonté du côté russe de voir en France un pays ami. Ça, c'est tout à fait vrai. Je crois que si Poutine a accepté cette invitation du président Macron, c'est avant tout pour consolider ces relations, comme disait, privilégiées entre nos deux pays. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et à mon avis, malgré ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, cette volonté de la Russie à avoir des bonnes relations avec là reste intacte. Mhm. Bon, après, je crois que j'étais présent à cette rencontre. Je peux dire que la conversation était tout à fait correcte, bonne, agréable, tout à fait amicale. Et puis, il y a eu un petit bémol à la fin, quand il y a eu, vous vous souvenez de cette conférence de presse commune à Versailles, et quand tout à coup, le président Macron a apostrophé un journaliste russe de Sputnik, je crois, ou de RT, RT, hein. avec une agression tellement violente que j'ai vu que Poutine était complètement choqué, complètement choqué. Bon, même si vous n'aimez pas telle ou telle question, mais c'est votre travail comme chef d'État à répondre à des questions des journalistes. Et là, déjà, Poutine, je crois, devait dire, c'est-à-dire, attention, ce monsieur, il est charmeur, mais il faut bien le voir de plus près. Mhm. Mais si vous voulez, au-delà des relations personnelles qui peuvent être différentes, il y a des relations entre les États. Les, les présidents passent, les États restent. De toute façon, je suis convaincu que aussi bien la France que la Russie vont retrouver le chemin de l'amitié à un moment donné. Mhm. Mais il faut préparer ça, il faut préparer ça. Il faut surtout arrêter cette, cette montée de la haine contre la Russie que je vois aujourd'hui en France, partout. Si quelque chose se passe mal, on dit, ah, derrière, il y a sûrement la Russie. Ah, bah, écoutez, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Et surtout, surtout, ce que je fais, je voudrais inviter les Français allaient en Russie. Moi, je me souviens des années 70. Il y avait en France un parti communiste fort. Et auprès du Parti communiste français, il y a eu une association France-URSS qui couvrait toute la France. Et les Français, des milliers de Français, passaient leurs vacances d'été en Russie. Ils connaissaient mieux la Russie que les Français aujourd'hui. Ça peut paraître vraiment absurde, bizarre. Comment aujourd'hui, quand les gens sont tellement mobiles, très peu de Français vont en Russie. Mais je sais aussi que la Russie, c'est un pays attachant. Si vous allez en Russie, vous parlez avec des gens qui sont ouverts, vous allez tout de suite changer votre avis sur ce pays. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, disons, ici d'encouragement des Français d'aller en Russie. Moi, j'ai été au mois de juillet en Russie, je me suis promené avec mes enfants sur le bord de la Moscova. C'était en face du parc Gorky, au centre de Moscou. Un vendredi soir, j'ai vu des dizaines de gens danser. Ils dansaient sur le quai de la Moscova, Oui, comme à Paris il y a 30, 40 ans. il n'y a pas cette inquiétude d'un pays en guerre, Du de tout. tension. Pas du tout, mais la Russie se sent tellement forte qu'elle peut se permettre de vivre une vie normale. Mhm. Mais bien sûr, les gens aimeraient bien que la guerre s'arrête, puisque de toute façon, il y a des gens qui meurent. Mais les Russes savent que les Russes qui meurent en Ukraine, ils meurent pour quelque chose. Ils meurent pour la Russie, pour restaurer le respect de la Russie, le restaurer les droits des Russes russophones qui vivent en Ukraine. Vous Mhm. savez, cette guerre, c'est pas du tout du côté russe une guerre de conquête territoriale. Non, c'est la nature de la guerre est tout à fait différente. C'est le fait que, à un moment donné, un grand pays fédéral, l'Union soviétique, s'est disloqué, s'est désagrégé,
Et à la place de ce grand pays, plusieurs nouveaux États se sont constitués, mais des États qui n'ont jamais existé avant, jamais. Et il fallait à ce moment-là faire une chose de, disons, retracer leurs frontières pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Oui. L'Ukraine avait la Crimée qui était complètement russe et qui bon, faisait partie de l'Ukraine sur le plan administratif. Alors il y a Donbass qui était une région complètement russe aussi. Si les dirigeants ukrainiens de l'Ukraine indépendante avaient l'intelligence de faire de l'Ukraine un État fédéral comme c'était l'Union soviétique, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Quand vous dites fédéral, ça veut dire faire C'est-à- partie de la Fédération de Russie? Non, 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 non. État fédéral, c'est-à-dire garantir les droits des minorités qui vivent au sein de votre pays, Sur le modèle russe, finalement. sur le modèle soviétique ou russe aujourd'hui, sur le modèle allemand, si vous voulez, sur le modèle suisse. Il y a beaucoup de modèles. Mais il y a en Ukraine aujourd'hui des minorités, pas uniquement russes, mais aussi hongrois, roumains, polonais. Alors, les Hongrois aussi, ils disent que nous sommes contre l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne tant que le problème de la minorité hongroise ne Hongroise. soit pas résolu. Il y a des problèmes. C'est pour ça que cette guerre, elle a malheureusement été provoquée par cet entêtement des dirigeants ukrainiens qui ne voulaient pas régler des questions qu'on aurait pu régler il y a 30 ans. Et aujourd'hui, Poutine a fait malheureusement ce travail que n'a pas fait son prédécesseur Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, vous savez en 1992, quand l'Ukraine a proclamé son indépendance, il a proclamé un État neutre, ce que nous voulons aujourd'hui. C'est après qu'ils ont changé, qu'ils ont dit non, nous allons entrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne. Pour l'Union européenne, aucun problème. Si vous voulez entrer dans l'Union européenne, vous êtes libre à le faire, c'est votre droit. L'OTAN, au contraire, c'est une alliance militaire dirigée contre la Russie. Et ça change la donne. Là, nous sommes résolument contre. Est-ce que finalement, Vladimir Poutine, déçu, des relations qu'il peut avoir avec les Européens, en particulier avec la France à travers Emmanuel Macron, n'a pas d'une certaine manière, on l'a vu ces derniers temps, heu, détourné ses alliances, plutôt, même contourner l'Europe pour, tisser des liens beaucoup plus forts avec, par exemple, les États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant? Non, écoutez, là, je pense que vous avez tout à fait raison. On peut parler d'une déception profonde de Poutine vis-à-vis de l'Europe. Puisque dès le début, dès son arrivée au pouvoir en l'année 2000, il a voulu rapprocher la Russie à l'Europe. C'est quelqu'un, je connais Poutine, alors j'ai assisté à plusieurs de ses rencontres. Il a toujours voulu que la Russie fasse partie de la famille européenne, pas de l'Union européenne, pas du tout. On n'a jamais voulu ça, trop grand, mais de la famille européenne, puisque sur le plan culturel, nous sommes partis de la civilisation européenne. Mais malheureusement, les dirigeants européens, pour des raisons différentes, n'ont pas voulu, n'ont pas voulu. Et au bout de 25 ans, elle a dit, bon, bah, tant pis, s'ils ne veulent pas, on ne peut pas nous imposer à eux. Et, et puis, alors il y a eu 2014, 2022, et c'est l'Europe qui a mis la Russie sous les sanctions, sanctions économiques, et qui a poussé justement l'Europe vers la Chine, vers l'Asie. Bon, la Russie, bien sûr, vu sa géographie, elle a quand même une grande partie en Asie et nous avons tout intérêt à développer nos relations normales, amicales avec les pays limitrophes, avec la Chine avant tout, qui est un grand Grand centre partenaire. économique, mais il y a d'autres pays avec, c'est normal. Mais ce n'est pas nous qui avons coupé des liens avec l'Europe, c'est l'Europe qui les a coupés et on voit à leur propre détriment. Les sanctions, finalement, étaient beaucoup plus pénibles pour l'Europe que pour la Russie. Puisque les Européens de l'Ouest, malheureusement, ont toujours un peu vision égocentrique du monde, en disant que nous, c'est le monde entier. Non, pas du tout, pas du tout. Et on a vu ça en Chine avec cette réunion de l'organisation de Shanghai. La moitié de la population du monde, même plus, Bien vivent sûr. ailleurs qu'en Europe. Et la Russie a trouvé assez facilement d'autres débouchés pour ses produits.
et que c'est l'Europe, et c'est avant tout c'est l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Le miracle économique allemand a été basé sur le gaz russe à bon marché. Eux-mêmes, ils ont dit non, on ne veut plus du gaz russe, et tout s'est écroulé. On se C'est souvient, vraiment, oui. c'est une catastrophe pour l'Allemagne. Mais la France aussi ne va pas beaucoup mieux. La Russie, ces 2 dernières années, a eu la croissance économique plus de 4%. L'Europe stagne autour de 1%, pas plus. Alors certains analystes vous diraient: «Oui, mais c'est le PIB, la Russie, c'est presque le PIB de l'Espagne». Oui, Ah mais il y a pas de oui, oui, c'est vrai. Mais si vous allez, je veux dire, en Russie, vous allez voir que les gens vivent bien, il n'y a aucune pénurie, le niveau de vie des gens monte, les salaires montent. Non, il faut savoir gouverner, il faut savoir gérer. Et puis, la dette extérieure de la Russie, c'est autour de 15%. 15%, c'est rien par rapport à par rapport aux 113% France. de la France. Ouais. Alors, ce n'est pas l'Europe qui va nous donner des leçons économiques. Nous avons quand même une équipe économique au gouvernement qui est très très forte. En ce qui concerne, alors ce ne sera pas des leçons d'économie, mais peut-être de démocratie. Quand vous avez des analystes, des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui montrent, du doigt la Russie en disant: «Ouais, la Russie, on peut lui dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même une dictature, Poutine, le tyran, 20 ans au pouvoir», quel est le point de vue des Russes vis-à-vis de leurs dirigeants? Écoutez, il ne faut pas jouer avec tous ces mots dictature. Ce sont des mots forts. Ce sont des mots forts. D'ailleurs, je peux vous dire que la démocratie à l'état, je dirais, pur n'existe nulle part. Même pas en Peut-être France. en Suisse. Ah bah, surtout pas en France, avec la censure. Vous savez, là, j'ai été quand même frappé. Vous vous souvenez qu'au début de l'année, il y a eu le vice-président américain Vance qui était venu à Munich, qui a dit ouvertement aux Européens qui étaient là, vous n'avez pas de liberté de parole, vous n'avez pas de liberté de la presse. C'est lui qui a dit, et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on sait que la pensée unique en France, c'est la pensée unique, comme c'était le cas en Union soviétique. Toutes les organes de presse, les médias qui veulent avoir un point de vue alternatif sont censurés. Euh, je me souviens qu'en Union soviétique, on ne pouvait pas capter des stations radio européennes comme BBC, La Voix de l'Amérique, elles étaient brouillées. Aujourd'hui, c'est le cas de la France. En France, je ne peux pas regarder la télévision russe. Il y a 3 ans encore, si je pouvais, à partir de 2022, Oui. c'est coupé, c'est censuré. De quelle démocratie on peut parler? Non, mais pour revenir à la Russie, chaque pays a son histoire d'abord, et puis sa culture politique. Vous prenez le cas en Europe, il y a des monarchies. Aujourd'hui, on peut dire, écoutez, les monarchies au XXIe siècle, c'est complètement dépassé, Dépassé. mais ils veulent avoir leur monarque. La Russie, un pays immense, avec 150 ethnies différentes, a besoin de voir une main forte pour diriger le pays. On a toujours eu un pouvoir fort, on peut dire autoritaire. Moi, je pense que disons, la définition même du pouvoir, c'est autorité. Autoritaire, il faut être autoritaire. Vous savez que, pour la petite histoire, je me souviens que Boris Yeltsin, qui était le premier président de la Russie, était un homme bon, un peu spécial. Et Chirac, un grand démocrate, a dit à lui un jour, Boris, sois ferme, tu dois diriger la Russie avec la main forte. C'est Chirac qui donnait ce conseil à Yeltsin. Et c'est vrai, si vous prenez notre histoire, chaque fois qu'on a eu un dirigeant, un chef d'État molle, ça s'est mal passé pour le pays. Le dernier empereur de la Russie, Nicolas II, la révolution d'octobre, il a perdu le pays, il n'a pas été fort, il fallait être plus fort que lui. Vous prenez Gorbatchev, que j'ai connu, j'ai énormément de respect pour Gorbatchev, je pense qu'il a joué un rôle majeur dans l'histoire de mon pays, mais il n'a pas été aussi suffisamment fort pour sauvegarder l'Union soviétique. Il aurait pu sauvegarder l'Union soviétique s'il faisait un peu autrement. On a vu, l'Union soviétique a disparu. Chaque fois
qu'on a quelqu'un qui est assez faible, Il est vacillant. ça se passe mal pour le pays. Et puis, alors, si vous allez en Russie, vous allez voir que jamais Poutine n'a eu une autorité aussi forte, une popularité aussi forte qu'aujourd'hui. Popularité, ouais. Il ne faut pas demander à des gens de voter pour Poutine, ils le font eux-mêmes, parce qu'ils voient que c'est un vrai patriote qui défend leur pays. Est-ce que c'est le leader providentiel qui a permis, avec bien sûr, avec tout un groupe de Non, d'élite russe qui oui, oui, mais moi je pense, oui, bon, on peut croire ou pas croire à la providence, puisque c'est ouais, quelque chose qui nous dépasse, mais à mon avis, dans le cas de la Russie, c'est vrai, c'est vrai. C'est une, personne ne pensait à Poutine que lui va succéder à Yeltsin. C'est la Providence qui a voulu sauver mon pays dans un moment difficile de son histoire. mmh. Est-ce que vous avez Et puis surtout, ouais, Poutine, quelqu'un du peuple, il vient du peuple. Les origines de Poutine sont très modestes, très très modestes. Il a tout connu dans son enfance. Et même dans ses mémoires, il raconte que quand l'Union soviétique s'est écroulée en 91, à un certain moment, il travaillait comme un chauffeur de taxi à pour Dresde? gagner la vie. Il connaît la vie, il connaît les difficultés, il comprend des gens simples. C'est pour ça que il est vraiment, je peux dire, aimé par son peuple. Mmh. C'est ça sa force. Il connaît la vie, il n'est pas du tout déconnecté de la réalité, c'est quelqu'un qui connaît son pays. C'est l'anti, vous diriez que c'est l'anti-Macron, d'une certaine manière? Pas Non? dire ça, mais je pense que Macron, c'est quand même un enfant doré, plutôt que Poutine a eu vraiment une enfance et jeunesse très très difficile. Donc il a toujours ce lien avec, les milieux populaires en Tout à fait. difficulté. Tout à fait. On en parlait donc en off de la question de cette multiplicité d'ethnies, cette fédération vraiment de cultures en Russie, alors qu'en Europe, on nous parle matin et soir de choc des civilisations. Il n'y a pas eu ce choc des civilisations, hein. Il y a peut-être eu il y a eu les guerres de Tchétchénie, mais C'est finalement, il y a eu une unité qui s'est créée. c'est vrai, justement, hein, à mon avis, bon, au lieu de faire la guerre à la Russie, on pourrait bien plutôt étudier notre parcours historique et notre leçon, comment on a arrivé à intégrer tous ces peuples dans un grand pays sans aucune guerre civile, sans aucune guerre de religion.